Le JP Mag sur Dig Radio à Cholet. Bonjour, c'est JP pour le JP Mag. Donc aujourd'hui on reçoit Thibaut, un ami à moi qui est spécialisé dans le jeu de société. Donc on va commencer comme ça. Thibaut, est-ce que tu veux te présenter ? Bonjour, donc Thibaut, j'ai une chaîne YouTube depuis peu de temps, c'est Banane Solo, parce que c'est une chaîne vidéo sur laquelle je parle principalement de jeux de société en solo, parce que oui, ça existe. À la base, je travaille dans le commerce, j'ai beaucoup bossé dans le jeu vidéo et dans le jeu de société, aussi comme disquaire, mais les disques ça n'existe plus, donc j'ai arrêté. Et pendant 3 ans, j'ai travaillé comme rédacteur pour un magazine mensuel sur le jeu de société qui s'appelait Plateau. Et à la fin de cette expérience, j'ai lancé la chaîne pour continuer à parler du jeu de société. Ok, donc Banane Solo, ça m'a interpellé. Banane Solo, tu peux me dire un petit peu plus sur le nom de ta chaîne ? Ouais. Banane parce que j'aime pas les bananes. Solo parce que je parle de jeux solo. Et pour le jeu de mots à 2 balles, pour Han Solo. Voilà, c'est réfléchi. Ça marche, donc un fan de Star Wars. Donc Thibaut, je l'ai connu moi comme client au magasin, il venait pour les jeux vidéo, c'est l'ami d'un ami, on s'est connus plusieurs fois comme ça sur différents sujets. Effectivement, j'ai vu que depuis peu, il avait créé sa propre chaîne YouTube en parlant des jeux de société. Et donc j'ai trouvé ça intéressant parce que moi, étant fils unique, j'ai jamais trop joué aux jeux de société parce que généralement, le jeu de société, c'est fait pour jouer à plusieurs. Et puis j'ai vu justement, moi je savais pas qu'il y avait des jeux de société pour jouer tout seul en fait. Donc ça m'a vraiment interpellé et je voulais vraiment qu'il vienne pour en parler aujourd'hui. Tu peux me parler ? Oui, je peux te parler. Alors, il y a cette idée reçue que le jeu de société, ça se joue en groupe, mais c'est un problème de langue française en fait. Le jeu de société, on dit jeu de société en France, mais on dit jeu de table en anglais, jeu de table en espagnol, donc ça fausse un petit peu la donne. En français, on dit forcément jeu de société, ça se joue à plusieurs. Donc oui, principalement, mais il y a des joueurs qui ont besoin de jouer en solo, qui veulent jouer en solo. Il y a des jeux qui sont faits exclusivement pour. Et donc depuis des années ça se développe, ça prend vraiment une certaine ampleur et les éditeurs l'ont bien compris et du coup ces éditeurs en fait ils développent maintenant des jeux uniquement solo ou des modes solitaires sur leurs jeux en multijoueur parce qu'ils savent que s'ils le font pas ils vont se priver maintenant vraiment d'une partie des joueurs parce qu'il y a des joueurs qui cherchent vraiment ça comme bonus pour déclencher l'achat parce qu'il y a tellement de sorties maintenant, on est à près de 3000 sorties jeux de société par an. Pour faire la différence et essayer d'attraper le plus de monde possible, il faut mettre les bons trucs aux bons endroits. Ok, quelque chose d'autre aussi que j'ai remarqué, c'est qu'il n'y avait pas uniquement des éditeurs, des gros éditeurs qui faisaient du jeu de société, mais qu'il y avait un petit peu comme dans les jeux vidéo du Kickstarter ou des choses qui étaient faites par des particuliers. Ouais, donc le jeu de société passe beaucoup par Kickstarter maintenant, depuis quelques années, et il y a 2-3 ans, il y a eu une statistique qui est sortie, c'est que 75% des projets Kickstarter, au moment où l'étude a été faite, 75% ou 70%, enfin, c'était quand même assez énorme, c'était du jeu de société. Donc maintenant, Kickstarter, c'est quasiment devenu un éditeur en soi de jeux de société. Donc au début, un peu comme dans le jeu vidéo, c'était vraiment des petits projets, des petits éditeurs, des petits auteurs qui se lançaient dessus pour avoir un financement parce qu'ils n'avaient pas les fonds pour lancer leur jeu. Donc ça a marché comme ça pendant des années, sauf que maintenant, il y a des gros éditeurs qui, 1 fois ou 2 par an, maintenant c'est dans leur calendrier, ils font un projet Kickstarter pour lancer un projet plus ambitieux, donc avec des figurines, avec beaucoup de matos. Ça leur coûte cher, c'est une sorte de précommande, donc ça fausse un petit peu le système, ça met un peu de côté les petits projets qui sont sur Kickstarter parce qu'ils se font un peu bouffer par les gros trucs, mais c'est comme ça maintenant et ça fonctionne comme ça et je pense que ça va encore plus se développer. Ok, d'accord, j'y vois un petit peu plus clair. Je voulais savoir aussi du coup d'où t'es venue cette idée de faire des vidéos, qu'est-ce que tu fais exactement aujourd'hui dans ces vidéos et ensuite quels sont tes futurs projets de développement de cette chaîne ? Donc l'idée, après avoir bossé pour le magazine Plateau, c'était de continuer à parler du jeu. Parce que quand j'étais dans la vente de jeux, c'était cool de vendre des jeux, mais c'était surtout intéressant de parler avec les gens. C'est le partage, voilà, jeu de société, on joue en groupe, mais aussi on partage. L'idée, c'était de continuer à en parler. Donc actuellement, là, je fais des reviews, présentations, avis sur les jeux. Je fais des petites vidéos de parties, des unboxings, donc des trucs un petit peu classiques qu'on trouve pas mal. Mais l'idée à moyen terme maintenant, c'est de faire des interviews d'auteurs du monde, enfin d'acteurs du monde du jeu, donc auteurs, illustrateurs, distributeurs, éditeurs, etc. En allant les voir chez eux, dans leur cadre de travail, présenter comment ils travaillent, où ils travaillent, et présenter en fait des métiers qu'on n'imagine pas tous. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux jeux de société, mais qui n'imaginent pas tout le travail qu'il y a derrière de l'auteur, le mec qui va le développer, l'éditeur qui va chercher l'illustrateur, le distributeur qui va le balancer sur les boutiques. Donc voilà, c'est aussi faire découvrir ces choses-là. D'accord, ok. Donc Thibaut connaît pas mal de monde dans le milieu, effectivement, il sera sûrement emmené à rencontrer ces gens. D'ailleurs, on sera peut-être l'occasion de se rencontrer sur le Flip. Je peux en parler parce qu'on en parlait tout à l'heure en off. Il y a un salon, c'est le plus gros salon européen du jeu de société.
hein, c'est bien ça. Et ça se passe donc à Parthenay dans le 79, c'est à 1 heure des Herbiers. Donc il y a 120 000 personnes sur 10 jours, donc à peu près 10 000 personnes par jour, parce que ça dure une dizaine de jours. C'est les 15 premiers jours de juillet environ. Donc c'est un énorme salon du jeu de société, et en fait personne ne le sait, enfin en tout cas dans le coin personne ne le sait, on n'en entend jamais parler alors que c'est juste à côté de chez nous. Donc moi j'y serai pendant 10 jours parce que j'aurai un stand pour développer les maquettes là-bas. Donc je devrais être une dizaine de jours là-bas sur le flip de Parthenay. Et du coup Thibaut il sera aussi pour faire des interviews, donc on aura sûrement l'occasion sera amené justement à se revoir sûrement sur place. Moi aussi, comme je viens du monde du jeu vidéo, on en parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y a des liens, Thibaut, entre les jeux vidéo et les jeux de société? Est-ce que tu peux nous en parler aussi? Ouais, il y en a beaucoup. Donc déjà, on a, enfin, je sais pas si toi tu t'en rends compte, mais il y a une partie du public quand même qui est commune. Il y a quand même beaucoup de joueurs de jeux de société qui sont joueurs de jeux vidéo. Moi le premier. Mais qui passent souvent aux jeux de société parce qu'on a des enfants, on n'a plus beaucoup de temps, on travaille, voilà, et puis on n'a qu'une télé à la maison, donc on change d'activité, mais ouais, à part ça, il y a beaucoup de liens, même historiques, hein. Il y a un jeu vidéo qui est hyper connu, c'est Civilisation, je t'en parlais un petit peu tout à l'heure, qui a une histoire un peu particulière, parce qu'à la base, c'est un jeu de société qui est sorti dans les années 80, au milieu des années 80, donc qui était un jeu de développement de civilisation assez lourd, avec des grosses règles, voilà. Donc le jeu a eu un beau succès, c'est un jeu qui est toujours un peu réputé pour les collectionneurs. Et un jour, il y a des éditeurs de jeux vidéo qui se sont dit « Ah, ça c'est cool, on pourrait l'adapter en jeu vidéo ». Donc c'est devenu Civilisation sur PC, donc le jeu qu'on connaît. Et bon, il a eu sa vie, il y a eu plusieurs versions. Et puis, début des années 2010, il y a des éditeurs jeux de société, cette fois, qui se sont dit « Ah, ce jeu vidéo est cool, qui est inspiré de jeux de société, on va le ressortir » en le simplifiant par rapport au premier jeu de plateau qui était très très long, et en gardant en fait les mécaniques et les systèmes de jeu qu'on a dans le jeu vidéo. Donc voilà, c'est passé d'un support à un autre pour revenir à son support d'origine. Et il y a plusieurs exemples comme ça. Il y a un jeu indépendant, End of Fate, qui est inspiré de mécaniques de jeux de société, donc de construction de paquets pour aller se battre contre des mecs. Et donc ça alterne les phases de jeu de cartes et les phases de combat. Donc un jeu indépendant qui a eu une suite d'ailleurs il y a 1 ou 2 ans. Et l'éditeur s'est dit on va en faire un jeu de société, donc qui est passé par Kickstarter. Et donc c'est passé d'une mécanique de jeu de société en jeu vidéo, puis en jeu de société vraiment. Donc il y a plein de liens comme ça, il y a d'autres niveaux, hein. On a de plus en plus de jeux de société maintenant, même souvent jouables en solo, ça explique ça un petit peu, qui ont un jeu, t'as une boîte, t'as tes figurines, t'as ton plateau, et t'as une application à côté en effet pour gérer le maître du jeu, pour gérer des événements aléatoires, des choses comme ça, donc il y en a de plus en plus, et des gros jeux à licence, hein, des Seigneurs des Anneaux, des Cthulhu, des choses comme ça, donc il y en a de plus en plus. Magic aussi, il y a des jeux d'enquête aussi qui servent beaucoup de support, des jeux d'escape room, donc il y en a de plus en plus, et il y a énormément de liens entre les deux, par le public, par les mécaniques qu'on peut retrouver, par les licences, dans un sens ou dans l'autre. Voilà, des Gears of War qui ont été adaptés, des The Witcher, God of War récemment, voilà, donc il y en a énormément. Ok, c'est vrai que les supports sont vraiment croisés. Nous, on travaille dans l'univers du geek et c'est vrai que les jeux vidéo sont mis en film, sont mis en jeux de société. Il y a vraiment une sorte de cross-plateforme, je veux dire, ou cross-média en fait entre les différents univers. Même nous, là, on a vu dernièrement, je suis en contact avec des Italiens qui créent justement un Kickstarter sur un jeu de plateau basé sur les Gunpla, justement sur les Gundam. On va retrouver un petit peu comme le Warhammer, un plateau avec des faux immeubles et les gens vont prendre des vrais Gundam qu'ils ont achetés, les poser, et puis après il y a des systèmes de cartes avec des pions et tu poses tes trucs, et là je suis en train de suivre ça. Ce sera vendu du coup à distance et nous en tant que revendeur on pourra revendre aussi ce jeu en boutique normalement quoi. Donc comme quoi il y a vraiment des mélanges de plateformes, des mélanges de genres. Est-ce que tu voudrais parler d'autre chose peut-être? Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter? D'intéressant si possible. Est-ce que dans les jeux vidéo, toi tu es joueur autrement dans les jeux vidéo? Alors, je suis joueur historiquement, oui, mais pour la raison de tout à l'heure, je joue beaucoup moins. Mais j'ai beaucoup joué. Récemment, sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo sur un jeu passé par un financement participatif, lui aussi, qui est un jeu inspiré de Tetris. Donc, Tetris, c'est un jeu où j'ai passé, je pense, 8000 heures dessus, en bouffant des tonnes de piles. Non, j'ai beaucoup moins le temps de jouer. Quand je joue maintenant, j'ai honte de le dire, mais je joue plus sur mobile parce que c'est pratique et voilà, c'est rapide. Oui, je sais, je suis désolé. Puis ils en vendent pas en boîte en magasin, donc c'est pour ça. Quand je peux, je ressors des jeux, mais souvent je joue à des petits jeux. J'ai plus le temps de faire des gros jeux longs, genre un The Witcher que j'aimerais refaire, des choses comme ça. J'ai plus le temps d'y jouer. Donc quand je joue maintenant, c'est des petites parties one shot de Super Meat Boy, de Hotline Miami, des choses comme ça.
parce que j'aime bien les jeux indépendants, parce que j'aime pas donner d'argent aux gros patrons. Donc non, je préfère les jeux indépendants parce que c'est simple, c'est rapide, ça demande pas beaucoup de cerveau, et voilà. Quand j'ai le temps, je joue à des petits jeux comme ça. Est-ce que tu aurais quelque chose à me conseiller, mettons, en jeu moi, quand j'en ai parlé dans une vidéo précédente, moi j'aimais bien lire les petits livres dont on est le héros, tu sais, où tu lisais, tu trouvais, tu lançais des dés et puis tu avançais de page en page. C'est un truc qui me marrait bien quand j'étais en 5e, 6e, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui existe encore, ou est-ce qu'il y a différentes formes, enfin, est-ce que ça existe sous un autre format peut-être? Mais tous les livres dont vous êtes le héros ont été réimprimés, là ils sont tous ressortis, ou ils ressortent petit à petit depuis 2 ans. Donc ça existe toujours, mais il y a énormément de jeux de société qui servent un peu de ce système-là. Et si je dois t'en conseiller un en particulier que j'ai beaucoup aimé, c'est This War of Mine, qui est inspiré, enfin qui est tiré d'un jeu vidéo, encore une fois, où le principe c'est que ça se passe dans un futur plus ou moins dystopique, où tu gères une communauté en fait dans une maison abandonnée. T'es un civil en pleine guerre en fait, et tu dois te protéger. Et tu déplaces tes personnages le jour sur le plateau pour récupérer des pièces dans la maison, développer tes différents espaces de vie. Et la nuit, tu envoies tes personnages en mission pour essayer de récupérer des nouveaux alliés, de la bouffe, des médicaments, etc. Et il y a beaucoup d'événements dans le jeu qui sont gérés par il y a un livret, un livre même qui fait 150 pages, avec plein de petits chapitres, comme dans les livres dont vous êtes le héros. Et selon les décisions que tu vas prendre à tel moment, selon le personnage que tu vas rencontrer, il va se passer quelque chose. Et donc, alors il faut savoir que si tu y joues, il faut que tu sois en bonne condition mentale, parce que c'est un jeu, j'ai déjà eu ça dans le jeu vidéo, mais dans le jeu de société rarement, où tu lis les événements, tu t'es attaché à ton personnage ou pas, et il se passe un truc super glauque. C'est costaud, mais c'est vraiment excellent comme jeu. Et ça fait encore une fois le lien entre le jeu vidéo et le jeu de société. Effectivement, finalement, c'est un jeu que je connais, This War of Mine, c'est une sorte de Sims, mais en hyper glauque. Hein, c'est un peu ça en fait, hein, et tu gères une famille aléatoirement qui est dans une maison aléatoire aussi. Il faut survivre pendant une période de post-guerre ou pendant la guerre jusqu'à temps que ça soit remis. Donc faut faire des choix moraux. Est-ce que je mange la nourriture de mes voisins? Est-ce que je vais voler chez mes voisins? Est-ce que je chauffe d'abord ma maison, etc. Donc pour essayer de survivre, effectivement, les personnages meurent assez brutalement. Le jeu vidéo est très trash, hein. Ça plaît beaucoup quand même, mais le jeu vidéo est très un peu malsain, un petit peu lourd. Effectivement, si l'ambiance est bien retranscrite en termes de jeu de société, ça peut être sympa. Moi, un autre souvenir d'enfance aussi, j'en avais parlé dans une vidéo, j'avais eu le jeu Space Marine avec les Space Marines et les aliens, et c'était un jeu donc de plateau, comme si on était dans le vaisseau, et pareil, on lançait des dés, on avançait, et j'ai vu que ces jeux-là sont un peu réédités, etc., ou ça existe sur d'autres supports? Alors je pense que tu parles de Space Crusade. Ouais, c'était une sorte de dungeon crawler, mais science-fiction dans l'univers de Warhammer, où tu jouais les Space Marines contre les Gen Stealers. Donc celui-ci a pas été réédité, mais dans le même genre il y avait eu Space Hulk, qui est sorti en jeu vidéo depuis sur Vita il me semble. Ça a été réédité, et Warhammer c'est une licence hyper connue en jeu de figurines, mais il y a aussi beaucoup de jeux édités en jeu de plateau et jeux vidéo. Et donc ça, des dungeon crawlers, il y en a tout le temps qui sortent, et souvent maintenant, ce genre de jeu-là, tu les trouveras souvent sur Kickstarter justement. Parce que c'est un peu la mode, ce qu'on appelle du kilo plastique, c'est-à-dire plus t'as de figurines, plus de plastique, plus les mecs vont vouloir l'acheter. Donc c'est des jeux qui coûtent cher à produire, mais t'en as de plus en plus, t'en as toujours avec toutes les thématiques. T'avais un jeu qui avait cartonné il y a 5-6 ans sur Kickstarter et qui est devenu une référence dans son genre de jeu, c'est Zombicide. Donc c'est un jeu où tu butes des zombies forcément. Donc il y a eu plusieurs déclinaisons, une déclinaison médiévale, et puis ils ont fait une déclinaison un peu à la Space Crusade, où justement où c'est pas des zombies, c'est des aliens zombies, t'es dans un vaisseau spatial, tu dois les buter. Donc voilà, t'as toujours des jeux de ce genre-là, et c'est souvent des thématiques qui sont assez proches de celles des jeux vidéo, parce que c'est celles qui plaisent, c'est le même public. Donc c'est du médiéval fantastique, c'est de la science-fiction, c'est du gore, c'est du zombie. Tu retrouves souvent les mêmes thématiques sur ce genre de jeu. Ouais, c'est les thématiques à la mode, un peu comme le jeu vidéo en fait, finalement, quoi. On retrouve ces thématiques un petit peu partout. Effectivement, on sera aussi donc sujet à avoir des invités qui connaissent le Warhammer, qui connaissent certains types de jeux de société bien particuliers. Comme je vous en avais parlé, on a l'association Grimoire et Relique qui est pas très très loin, et dans l'association il y a aussi des fans de Warhammer, de jeux de plateau. Les gars se réunissent à l'étage et ils mettent les plateaux, etc. Donc c'est des gens qu'on a l'habitude de côtoyer, comme pour les séances peinture, parce que tout ça aussi, comme les jeux j'imagine, là, comme les Space Hulk, etc. Moi je sais que mes figurines n'étaient pas peintes et on pouvait les peindre. Il y a même des gens qui sont spécialisés. Alors, j'ai aussi quelqu'un que j'ai rencontré qui va monter sa propre société pour peindre des figurines finalement, parce qu'il y a des gens comme moi qui seraient pas doués pour peindre leurs propres figurines, et tu payes un gars en fait pour peindre les figurines de ton jeu de société. Tu connais ce genre de choses, non?
Ouais, j'ai peint. J'ai joué à Warhammer quand j'étais jeune, même moins jeune, mais voilà, c'est un truc que je fais régulièrement, enfin même si j'ai moins le temps, encore une fois, faire de la peinture sur un jeu, ça donne une plus-value au jeu, t'as envie de sortir plus facilement, ça te permet d'attirer des gens qui seraient pas forcément attirés par le thème. Quand c'est peint, ça a de la gueule, t'as envie d'y jouer. Mais oui, ça se fait de payer des gens pour peindre son équipe de Blood Bowl, donc un jeu de société qui te permet de jouer du football américain fantasy. Ça se fait de peindre un jeu de plateau complet. Donc après, t'as différents tarifs, t'as différents types de peinture. Tabletop, c'est joli, de loin, ça paraît bien, de près, bon, ça passe, mais ou alors des trucs très très chiadés. Et t'as différents tarifs encore, hein. Tu peux te retrouver à des mecs qui te font ça pour 2-3 euros la figurine pour que ce soit vite fait, ou des mecs qui te facturent 25-30 euros la figurine si tu veux un truc vraiment canon, quoi. Donc encore une fois, c'est une question de budget, c'est à toi de décider si tu veux mettre un budget pour peindre un jeu, ou alors mettre ce budget pour acheter un ou deux autres jeux, quoi. Donc c'est un choix à faire, et c'est un peu comme le principe des extensions sur les jeux vidéo, hein. Tu les prends, tu les prends pas, tu t'approfondis le premier ou tu claques de la thune dans un autre, voilà, c'est des choix à faire et ça se fait. Ok. Ouais, c'est un côté tuning, quoi. Ouais. Hein, c'est pareil pour nous pour les Gundam aussi. Il y a des gens qui montent les Gundam simplement et d'autres les peignent, d'autres les brushent, d'autres les poussent, font des dioramas. Donc effectivement, pour tous ces milieux-là, j'imagine, c'est comme pour tout, on peut tuner son truc ou tuner sa console. Comme à l'époque, on changeait les coques de PlayStation. Je vendais des stickers pour mettre sur les consoles, pour les sticker. Il y en a des gens aussi qui tunent leurs manettes, qui font des manettes bien particulières. En fait, cet aspect personnalisation, on le retrouve dans tous les domaines aussi, quoi. Bah, c'est tout pour moi, j'ai pas d'autres questions pour toi pour l'instant. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose de précis ? Ouais, un petit truc. Alors, quand on parlait tout à l'heure, les liens encore jeux vidéo, jeux de société, je l'ai dit il y a 30 secondes par rapport aux extensions. C'est un truc qu'on trouve de plus en plus dans le jeu. Moi, j'ai commencé à suivre vraiment intensément le jeu de société il y a une quinzaine d'années. Il y a 15 ans, t'achetais ton jeu, t'y jouais, il était complet, voilà. Maintenant, de plus en plus, t'as de plus en plus d'extensions qui sortent, qui sont prévues. Et maintenant à tel point que des fois tu ouvres ta boîte de base, il n'y a pas d'extension de sortie, mais tu as les emplacements pour ranger les différentes pièces, ou tu as le plateau avec les emplacements prévus pour le 5e et 6e joueur, mais t'as pas les pièces pour. Donc voilà, c'est un peu, ça prend un peu le chemin du jeu vidéo il y a une quinzaine d'années, voilà, avec 15 ans de décalage, avec toutes les mêmes références, hein. C'est pour les gamins, ou alors c'est les vieux geeks célibataires qui y jouent. Voilà, c'est les mêmes trucs, on retrouve tout le même processus, c'est-à-dire les extensions parce que ça fait vendre, c'est bien de vendre une extension, voilà, on retrouve un peu les mêmes travers ou pas, hein, que le jeu vidéo. Voilà, on est sur le même modèle actuellement. C'est dommage ou pas? Ouais, je dis plutôt dommage, moi. Enfin, moi, personnellement, c'est un truc qui m'énerve, j'en parle souvent avec les clients, les DLC. En fait, en théorie, un DLC, c'est censé se faire après le jeu. Le jeu est produit, il y a un coût de développement, et ensuite, en théorie, les mecs rebossent sur le jeu, créent du contenu, donc il y a un coût de développement qu'on va facturer, et on va rajouter 6 mois après un DLC, mais qu'on aura coûté, donc on le vend. Ça, c'est la théorie. Mais en pratique, souvent, les DLC sont déjà faits pendant la production du jeu, sont déjà amortis dans la production du jeu, ils sont déjà des fois dans le jeu, c'est-à-dire que quand on télécharge un DLC, on télécharge qu'un code qui le déverrouille, donc c'est plus du DLC, en fait, c'est du jeu en kit, quoi. Et on va facturer ça au client, enfin pas moi, mais les éditeurs vont facturer au client du DLC qui en fait est pas du vrai DLC, et en fait on achète son jeu en kit, on l'achète 59 balles, il nous revient à 100 balles, et des fois c'est un peu du vol. Heureusement, il y a des éditeurs comme, admettons, ceux qui ont fait The Witcher 3, c'est des projects qui eux ont vraiment bossé sur des vrais DLC, c'est des DLC qui se vendaient 20 €, mais il y avait 20 heures de jeu, c'était aussi long qu'un vrai jeu finalement. Et là c'est du DLC de qualité post-produit avec un coût de développement, et là c'est de qualité. Mais malheureusement 90% des DLC, c'est un peu de la merdaille et c'est vraiment abusé. Donc moi j'aime vraiment pas ça, et c'est quelque chose qui m'embête un petit peu, et c'est un peu malheureux que ce soit fait sur d'autres supports, quoi. Bon, bah c'est tout pour nous. Merci à Thibaut d'être venu nous parler aujourd'hui de sa passion. Merci à toi pour l'accueil. Merci. Et on se dit à la prochaine fois. Salut, bye bye. Dig Radio, la radio qui vous écoute.